Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce magazine Vraie Version, ce magazine d'actualité qui évoque des sujets brûlants en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'état d'urgence qui est déjà prorogé d'un mois encore par le Parlement et promulgué par le chef de l'État. Nous allons évoquer la loi électorale quand les politiques s'en mêlent. Qu'est-ce que ça donne? Nous allons encore parler de cette proposition de loi qui fait parler de lui là, sur la congolité, une proposition de l'ancien le candidat à l'élection présidentielle de 2018, Noël Tchani. Et toutes ces questions et tant d'autres seront évoquées par notre invité, Madame Angèle Makombo. Bonjour. Bonjour, Monsieur Nathan Tamboué. Comment vous allez? À merveille. Je présente Madame Angèle Makombo, c'est la présidente de la LIDEC, la Ligue des démocrates congolais, c'est ça? Oui, la présidente nationale. La présidente nationale. Alors, la santé de votre parti, depuis la sortie du gouvernement, on ne vous a pas entendu, vous n'êtes pas prononcé. Qu'est-ce qui se passe? Non, la LIDEC a eu à apporter son soutien, d'abord dès le départ, à l'Union sacrée de la nation. Nous en faisons partie, nous soutenons cette initiative, ce mouvement. Et le gouvernement des Warriors, j'ai eu à écrire dessus plusieurs fois, articles dans la presse, mais également sur les réseaux sociaux, en les soutenant, en disant que le casting, en gros, était bon. Il y a de très bons éléments dans ce gouvernement. Et je me suis félicitée du nombre de femmes, l'accroissement du pourcentage de femmes dans ce gouvernement et des femmes qui occupent des postes régaliens. Ah ouais. On ne peut que s'en réjouir. Et nous leur apportons leur soutien. Et j'attends impatiemment que les Warriors atteignent leurs 100 jours au gouvernement pour faire le bilan. Un bilan impartial, objectif, et faire des propositions là où il y a peut-être des rectifications à faire. Quand vous regardez, avant qu'on atteigne les 100 jours, quand vous regardez ce gouvernement de Warriors, vous vous dites que ce gouvernement peut apporter un peu des résultats escomptés par rapport aux attentes de la population. Et je n'ai pas de raison d'en douter. Comme je vous ai dit, le casting est bon, la volonté est là, le programme est solide. Et malheureusement pour le nouveau gouvernement, à peine entré en fonction, il y a des défis énormes à relever sur le plan sécuritaire. Nous en parlerons certainement, oui, l'état de siège prononcé, mais surtout aussi cette catastrophe naturelle du Nyiragongo. Il a fallu absolument maintenant mettre le cap là-dessus pour alléger un tant soit peu les souffrances des populations à l'est du pays. Alors, on va certainement plonger là-dessus, mais dites comme il y a quelques jours, le président de la République venait de célébrer et de fêter son anniversaire, ses 58 ans d'âge. Est-ce que avez-vous des mots quand même à lui adresser? J'ai déjà eu à adresser ces mots et je réitère. Je lui dis Happy Birthday, donc bon anniversaire, Monsieur le Président. Et vu la charge qu'il a, il n'a pas pu célébrer ça s'est passé sous silence. Célébrer l'anniversaire paisiblement. Eh bien, c'est le chef de l'État. Il est à l'Est, il est au front, examinant la catastrophe du Nyiragongo, mais également allant à l'écoute des populations, voir ce dont ils ont besoin, comment soulager leurs souffrances. Il est au four et au moulin. On lui réclamait beaucoup là-bas, au four et au moulin. Dans l'Est de la, surtout à Goma, on lui réclamait, on voyait des enfants passer nuit à la belle étoile pour réclamer la présence du chef de l'État. Exactement, il y a eu beaucoup de demandes, d'insistance pour qu'ils viennent. Il y a eu aussi des gens qui ont critiqué
les Congolais ont cette tendance maintenant à vouloir verser dans la polémique à tout bout de champ en disant oui, oui, il y a catastrophe, mais où il est, la population souffre, mais où il est, bon, maintenant il est là. Pensez-vous que sa présence peut calmer la tempête, Peut-être pas comme calme. par coup de baguette magique? Non, pas du tout. Mais c'est comme quand dans une famille, il y a eu un drame, il y a souffrance, le père n'était peut-être pas là à ce moment-là parce qu'il avait aussi d'autres obligations. Et quand il arrive, eh bien, ça soulage, ça réconforte. Comme il a eu à le dire, d'ailleurs, il est là pour réconforter, soulager, voir comment apporter un allègement justement aux souffrances des populations. Mais ce n'est pas parce que le chef de l'État est là, comme par baguette magique, tous les problèmes vont s'envoler. Et il y a des défis à relever. Il y a des grandes questions à se poser. Goma, est-ce que c'est encore une ville qui peut survivre à ce niveau-là? Comment il faut reconstruire Goma? Parce que, bon, dans les zones où il y a des volcans, il y a quand même des techniques de construction qu'il faut respecter pour éviter de gros risques. On voit un pays comme le Japon a des techniques de construction vraiment très spécifiques. Donc il y a toutes ces questions-là. Comment apporter le soutien à ceux qui retournent, hein, les Congolais qui retournent pour voir leur maison, logement totalement détruit. Il y a un besoin énorme. Et il y a aussi les questions sécuritaires. Vous savez Oui. qu'il ira à Béni, il ira en Ituri, donc tous nos yeux sont braqués Alors, plaçons un peu sur l'est un du mot pays. par rapport à la catastrophe du 22 mai dernier, qui a pris tout le monde de court, hein, mais on parle de la défaillance du gouvernement qui ne sait pas, qui ne sait rien prévoir, n'a pas pu octroyer des moyens conséquents à l'Observatoire volcanologique de Goma pour un peu prédire cette catastrophe naturelle qui a emporté vraiment tout le monde. Hein. Exactement, on n'a pas vu venir. Et on n'a pas vu venir, une des raisons, les experts l'ont dit, parce que l'Observatoire volcanologique de Goma n'a pas tout l'équipement, les moyens nécessaires, n'avait même pas l'Internet. Oui. Mais ça, vous le reconnaîtrez, c'est la conséquence de mauvaise gestion, mauvaise gouvernance depuis des années, hein, depuis des décennies, cet observatoire, parce que dès qu'il n'a pas une aide suffisante au niveau international, eh bien, ses performances déclinent. J'espère que nous allons en tirer les leçons. Et moi, ce que j'ai eu à dire, oui, c'est dramatique ce qui s'est passé et ce qui se passe encore à Goma, mais ça doit interpeller le gouvernement pour qu'il vraiment soit plus attentif et identifie dans notre pays tous les risques, les zones de risque que nous pouvons avoir. Nous avons des problèmes d'inondation, d'érosion, etc. Donc on doit identifier et voir comment suivre ça, comment contrôler ça et donner les moyens aux organisations, aux organismes, aux mécanismes qui ont en charge de redresser la situation. Alors, de là où il est, à Goma, le président de la République a eu des mesures draconiennes par rapport à cette pandémie qui décime de population. Vous savez, c'est la troisième vague. Hein, ici, l'épicentre, c'est à Kinshasa, ici. Et le président a prononcé des mesures vraiment très, 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 très dures pour un peu arriver à endiguer un peu cette... Qu'en est-il? Que pensez-vous de tout ça? C'est une situation très préoccupante. Comme nous avons eu à le constater, nous Congolais, mais pas seulement les Congolais, les Africains et le monde, c'est que en général, l'Afrique a été épargnée jusqu'à présent. Oui. La première vague, la deuxième vague, épargnée par rapport aux pays européens, l'Amérique. Regardez aujourd'hui l'Inde, comment elle est frappée.
Et maintenant, la troisième vague, les experts nous disent c'est beaucoup plus sérieux. On voit, le président d'ailleurs a eu à le dire, beaucoup plus de cas, beaucoup plus de décès, donc faisons attention. Et c'était tout à fait normal, bien que nous ne voulons pas nous confiner, nous Justement, voulons pas, on revient, d'aucuns nous disent voulons qu'on pas, on revient à la voilà, case du départ, nous comme voulons c'était au pas début porter de la les masques, pandémie, hein. etc. Eh bien, il fallait prendre ces mesures-là et le chef de l'État les a prises. Mais c'est parce que, justement, il y a eu un laisser-aller. Moi, je le constatais régulièrement au niveau de la base. Les gens ne prenaient pas au sérieux, Oui. la Donc, pandémie. il fallait le faire. Il fallait le faire, et puis c'est une mauvaise pilule à avaler, mais il faut qu'on s'y On soumette. ferme les bars, on ferme les boîtes Exactement, de nuit, voilà. les commerces, Et moi, tout ça. j'irai plus loin. J'ai vu il y a 2 jours que les Émirats arabes unis, Dubaï, etc., tous ces coins, parce qu'ils ont appris qu'il y a une troisième vague en RDC, Ils ont pris des mesures et restrictives, l'épicentre, c'est Kinshasa, eh bien, ils ferment leurs frontières aux Congolais venant du Congo. Et nous avions entendu pendant plusieurs semaines que la situation s'aggravait en Inde. Eh bien, on n'a pas pris de mesures pour dire... C'est le variant indien voilà. qui est à notre voilà, et nous n'avons pas pris de mesures pour dire, voilà, nous arrêtons, fermons nos frontières aux Indiens qui viennent de l'Inde. Oui. Donc, vous voyez, les autres n'hésitent pas à prendre des mesures draconiennes empêchant l'entrée sur leur territoire de ressortissants de pays où la pandémie reprend en force. Eh bien, ça devrait aussi nous faire réfléchir. La décision du président de la République est judicieuse. Hein? Tout à fait, elle s'imposait, il fallait le prendre, et j'espère qu'il y aura un sursaut au niveau de la population. Ce que je constate ça et là, c'est que bon, dans les transports en commun, maintenant les gens essayent un peu de garder un peu la distance. On voit beaucoup plus de port de masques. Oui. Eh bien, espérons que nous continuerons à être des citoyens responsables pour pouvoir vraiment reculer cette pandémie. Et il faut aussi parler du vaccin, vous savez. En effet, voilà. Il y a un peu beaucoup de la manipulation avec des réseaux sociaux. On n'a pas pris au sérieux cette question. Exactement. De vaccin, alors qu'au niveau de l'Europe, les gens se sont vaccinés. Beaucoup de méfiance, oui, beaucoup de méfiance. Beaucoup de manipulation au niveau... Beaucoup de méfiance, de manipulation, mais même en Europe, même jusqu'à aujourd'hui, même aux États-Unis, il y a encore des gens qui refusent de se faire vacciner, qui ont peur, qui se laissent manipuler. On dit que voilà, en se faisant vacciner, on va vous inoculer n'importe quoi. Et aux États-Unis, le président Biden a même pensé à donner quelques encouragements. On pensait que ça peut être monétaire, etc., pour pousser les gens à se faire vacciner. Donc ce n'est pas seulement au Congo. Mais au Congo, c'est peut-être un peu plus encore. Et les gens disent non, pas de vaccin, mais je pense que... c'est la solution voilà, idoine. C'est la solution, et c'est aussi à nos dirigeants, nos leaders, de plus sensibiliser. Oui, de et communiquer, sensibiliser. Et une façon de sensibiliser, c'est eux-mêmes de se faire vacciner, et de se faire vacciner au vu et au su de tout le monde. D'ailleurs, le président l'a dit, hein, exactement. Il va se vacciner oui. au vu aussi de tout le monde. Exactement. Hein, c'est ça qu'il faut faire. Alors, passons à notre question. L'état de siège, toujours, nous restons dans la partie Est. L'état de siège a été instauré un mois, et puis prorogé encore de 15 jours. Vous voyez des résultats déjà par rapport à cette mesure contraignante? Moi, dès le départ, quand on avait imposé l'état de siège, je disais que c'est un mois, c'est court, mais c'est selon la Constitution, c'est la loi, il faut respecter. Voilà, il fallait respecter, mais je disais ça serait court. Et on a bien vu, après l'imposition de l'état de siège, qu'il y avait quand même, on nous disait, des améliorations, moins d'attaques, moins de décès. Ça continue de tuer, hein, Attendez, j'en viens, moins de décès, moins d'attaques, mais j'imagine que ces groupes armés observaient comment cet état de siège allait se mettre en œuvre, et maintenant, ils se sont réajustés et les attaques continuent. Ce n'est pas en un mois
je ne me faisais pas d'illusions. Comme je vous ai dit, je trouvais ça un mois très court. Ce n'est pas en un mois qu'on allait La faire situation cesser les attaques. qui s'est enracinée pendant 20 ans, et on instaure l'état de siège, on remplace l'administration civile par l'administration militaire. Mais jusque-là, ça tâtonne, hein, ça donne pas encore. Justement, comme je dis, ce n'est pas en un mois qu'on allait mettre fin à cet état de violence aiguë qui perdure depuis plus de 2 décennies. Ce n'est pas en un mois. Il faut absolument intensifier les efforts, mais surtout, je pense qu'il faut renforcer la confiance de cette nouvelle administration militaire avec les communautés locales, hein, parce que vous savez, ces groupes armés, ces rebelles s'infiltrent dans la population, dans les communautés, ont des complices, etc. Et bien, ça, c'est pour tisser, pour développer, pour renforcer la confiance, ça prend du temps. Et je pense que vous me demandez tout à l'heure, est-ce que la seule présence du chef de l'État va faire cesser les violences? Non, mais ça va encourager, je pense, les populations. Est-ce que la force serait la meilleure solution, ou bien on peut aussi explorer d'autres canaux, hein, diplomatiques? Moi, je l'ai toujours dit. J'ai dit qu'il y a... un peu au lieu, quand vous parlez de l'infiltration, tout ça. J'ai toujours dit qu'il y avait plusieurs axes ou plusieurs piliers. Il y a aussi des complices à l'intérieur. Voilà, il faut pour pouvoir surmonter, vaincre cet état de choses, il faut d'abord la réforme du secteur de la sécurité qui implique justement renforcer l'armée, il faut renforcer les services de renseignement, la police, etc. La justice, si la population et ces groupes armés voient bien qu'il y a un effort absolument énorme pour mettre fin à l'impunité, oui. Ça fait réfléchir. Donc, il y a ça, mais il y a aussi la diplomatie, parce que nous savons très bien que ces groupes armés n'opèrent pas seuls. L'Afrique ne construit pas les armes, ne fabrique pas des armes. Oui. Donc, d'où ça vient? Ça vient par les moyens qu'ils ont. Les moyens qu'ils ont, ils les ont comment? En pillant nos ressources. Ils pillent nos ressources comment? Avec la complicité de certains pays limitrophes. Tout ça, c'est un engrenage qu'il faut démêler. Et on peut le démêler aussi, comme je vous l'ai dit, secteur de sécurité, la force, la justice, mais la diplomatie aussi. Il faut s'appuyer sur la diplomatie. Et là, nous avons un rôle clé. Le président est président en exercice de l'Union africaine. Il peut beaucoup plus sensibiliser, dire qu'on ne peut plus continuer comme cela pendant plus de 2 décennies à avoir cette... région de la RDC, à la région Est, gangrénée par les violences. Est-ce qu'il y a pas des tireurs des ficelles à l'interne, au niveau des pays voisins? Bien sûr qu'il y a des tireurs de ficelles. Qui souhaitent que la guerre perdure? Il y a les tireurs de ficelles. Et cette situation ne prenne pas fin. Il y a des tireurs de ficelles. Et pour toute personne qui s'intéresse vraiment de près à ces questions, ce n'est pas un secret de polichinelle. Il y a des rapports documentés sur ces questions-là, même rapport de l'ONU, rapport mapping, relisons-le, exploitons-le, il faut se l'approprier, il faut revendiquer qu'il y ait une suite à ce rapport. Il y a des rapports des ONG, congolaises comme internationales. C'est un secret de polichinelle. Nous savons qu'il y a des tireurs de ficelles. Nous savons que la finalité, c'est le pillage des ressources naturelles de la RDC exploitées. Comment vous pouvez expliquer que des pays voisins, pour ne pas le citer, le Rwanda, qui n'a ni or, ni coltan, ni etc., exporte ces minerais? Donc, c'est un secret de polichinelle. Et il faut donc utiliser les deux, force et diplomatie. Alors, pour terminer sur cette question de l'état des sièges, il faut
la proroger, la proroger, Autant que c'est nécessaire. Pourquoi alors imposer un état de siège et puis au bout de 2 mois voir que les choses n'ont pas beaucoup changé et dire nous arrêtons l'état de siège? Ça aurait servi à quoi? Ça aurait servi à quoi? Mais il faut aussi, quand nous parlions de tireurs de ficelle, c'est pas seulement les pays limitrophes ou les conglomérats étrangers, c'est aussi en interne. Le président de l'Assemblée nationale a eu à le dire. C'est en interne, depuis même la capitale. Donc il y a un travail d'investigation à faire, un travail de sanction à faire, un travail de justice à faire. Très bien. Merci beaucoup, Madame Angèle Makombo. On va passer à une autre question qui fait aussi parler d'elle. C'est cette question de la congolité, si je peux m'exprimer ainsi, avec la proposition de loi de Noël Tchani, qui, bien qu'on le sait, n'est pas parlementaire, mais a lancé une question dans l'opinion pour occuper des postes importants au sein de la société, ou par exemple devenir président de la République, il faut être né d'un parent congolais, donc des pères et des mères congolais. Comment voyez-vous cette proposition? Je voudrais d'abord dire que le mot congolité, je ne l'aime pas beaucoup. Je préfère plutôt le mot de congolisation. Congolisation, ça implique un processus. Congolisation, ça implique l'appropriation des Congolais de leur souveraineté. Et nous ne lançons pas l'idée en l'air comme ça. M. Tchani a eu la clairvoyance, le courage de porter haut ce sujet, mais avant lui, d'autres ont eu à y réfléchir. Moi, par exemple, j'ai eu à y réfléchir. J'ai peut-être pas j'ai pas amplifié le sujet comme M. Tchani l'a fait et il le fait bien, mais beaucoup avant lui, y compris moi, y pensaient, trouvaient que notre pays, vu son histoire, vu les antécédents que nous avons connus, des antécédents récents, de voir que nous avons comme ça, au plus haut sommet de l'État, des étrangers qui dirigent le pays. On a eu un chef d'état-major rwandais dans ce pays. Mais c'est absolument hallucinant quand on y pense. Donc, je disais toujours, moi, je suis pour la double nationalité parce qu'il y a des compatriotes congolais, pour des raisons diverses, qui ont eu à prendre une nationalité étrangère, mais dès qu'ils l'ont prise, ils ont été soumis à notre loi fondamentale qui dit que la nationalité congolaise est exclusive. Alors, mais quand je disais que je soutenais la double nationalité, je disais, sauf on ne peut pas avoir la double nationalité et aspirer à certaines fonctions dans le pays. On ne peut pas aspirer à des fonctions électives. Et la fonction la plus haute d'entre elles, la magistrature suprême. Alors, on ne peut pas être discriminatoire. On ne peut pas être patron de l'ANER, on ne peut pas être chef d'état-major, on ne peut pas. De l'Assemblée nationale. Exactement. Ou bien du Sénat. Non. Et je disais non. Vous soutenez la proposition de Tchani, si je vous comprends bien. Je soutiens cette proposition. Est-ce que cette proposition-là, elle n'est pas discriminatoire, elle ne vise pas certaines personnes, parce que on voit maintenant dans l'opinion, ce sont des invectives. Hein. C'est tel qu'on, même lui-même, M. Tchani, c'est lance maintenant dans l'auteur de la proposition, dans des diatribes avec certaines politiciens. Non, moi je voudrais, peut-être c'est un vœu pieux de ma part, je voudrais... apaiser les esprits. Il faut apaiser les esprits. C'est un sujet sérieux, c'est un sujet grave. Peut-être le moment est mal choisi. Le sujet est grave, le sujet est sérieux, donc il faut mettre notre... Et ce sujet mérite un débat national, au niveau national, mais avec... beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux et puis du calme.
comme je dis, c'est peut-être un vœu pieux parce que les gens continuent à se déchaîner, mais parce qu'il y a des cas clairs. Imaginez demain un Congolais qui a une double nationalité se retrouve élu député national ou même provincial et il y a sur la table, à l'ordre du jour de l'Assemblée, une question comme, à nouveau, révision du code minier. Et le deuxième pays auquel il appartient, il est congolais, le deuxième pays auquel il appartient a des multinationales qui, elles, veulent changer ce code dans un sens ou dans un autre. Bon. Qu'est-ce que ce Congolais va faire? Il va soutenir quel pays? Alors moi, on me dit, non, on peut avoir une double nationalité, mais au fond du cœur, on reste Congolais. Je veux bien. Mais comment moi, je vais savoir que M. Nathan Tamboué, qui a une autre nationalité, il est maintenant à l'Assemblée nationale, il va me jurer la main sur le cœur que oui, je vais défendre le Congo. Qu'est-ce que j'en sais? Donc, je pense, oui. Laissez-moi terminer, je pense que toutes ces questions doivent être encadrées, encadrées par une loi. Il faut, quitte à réviser la Constitution, il faut réviser la Constitution. On ne peut pas juste là se dire, oui, même si on change de nationalité, on reste congolais. D'autres m'ont dit, d'autres dans les réseaux sociaux, oui, c'est un argument, un argument c'est vraiment un débat houleux, qui va dans tous les sens. Alors, et je termine en disant, certains disent sur les réseaux sociaux, oui, il y a des Congolais de père et de mère, mais qui ont quand même englouti ce pays. Voilà, mais c'est depuis l'indépendance, évidemment, on a eu de présidents, évidemment, de père et de mère, mais évidemment, regarde dans l'état. Dans quel état le pays se trouve évidemment, mais est-ce que parce qu'il y a eu des Congolais non patriotes, des Congolais de père et de mère non patriotes, des Congolais de père et mère traîtres, que nous allons dire, à cause de tout ça, bon, nous laissons aller mais, non, Madame Angèle, il faut encadrer cette question. Le monde est en pleine évolution, c'est faire revenir en arrière pratiquement à l'époque s'il vous plaît, indiquez-moi un pays dans le monde où le chef de l'État... Barack Obama, par exemple, prenons l'exemple des États-Unis. Oui. Barack Obama qui est de père kényan, mais qui a brigué la magistrature suprême aux États-Unis. On a vu des députés congolais siéger au Parlement européen, siéger au Parlement belge, au Parlement français. Le cas de Barack Obama. Savez-vous qu'aux États-Unis, la loi sur la nationalité est très encadrée? Oui. Aux États-Unis, vous pouvez être américain. Il a la nationalité américaine, Obama, par sa mère. Mais si Obama avait vu le jour en dehors des États-Unis, il n'aurait jamais pu être... briguer la magistrature suprême. Un cas très célèbre, c'est Henry Kissinger. Oui. Un homme brillant, mais américain, oui, mais né en dehors des États-Unis. Il n'a jamais pu briguer la magistrature suprême. Donc chaque pays voit cette question en fonction de son intérêt, en fonction de son histoire. Et nous, notre histoire récente, et un peu moins récente, nous renseigne que dans ce pays, il y a pas mal de Congolais qui ont une mère ou un père congolais, mais l'autre parent est d'une autre nationalité et appartient même à des pays limitrophes. Ces pays limitrophes, vu notre récente histoire, nous a montré, nous a révélé que ces pays limitrophes n'ont qu'une seule idée, avoir une part, une portion de la RDC, avoir nos richesses. Donc c'est cette personne-là, avec ce background-là, que nous allons mettre à la tête du pays. Non, cette question, je ne dis pas que forcément elle s'est tranchée dans un sens ou dans un autre. Je ne suis pas, j'ai pas une boule de cristal. Mais ce que je dis, ça mérite débat, débat public, débat serein, et débat réfléchi.
pour qu'on en sorte. Et ce n'est pas à dire oui, c'est pour viser tel Oui, ou tel. parce que certaines personnalités politiques se sentent visées par cette proposition de loi. D'autres, il y a déjà des tensions. Qui se sent Certaines morveux qu'il se mouche, hein? se mouchent. Bon, certaines qui disent que on verra, c'est la personne qui va amener cette loi au niveau du Parlement, ça sera la guerre, ça sera la bagarre. Donc, c'est là ça va tous les sens. Et c'est là où vous voyez le bas niveau de conscience politique, de moralité politique. Parce que vous voyez des soi-disant personnalités politiques qui n'hésitent pas sur les médias, sur les réseaux sociaux, de lancer comme ça des menaces de mort, hein, des menaces de génocide. On verra la personne qui va porter... exactement. Qui va porter des menaces qui sont d'ailleurs punissables par la loi. C'est juste parce que nous avons une justice encore faible, une justice pas opérationnelle, que ces gens, on les laisse dire n'importe quoi, des choses énormes qui sont contre la loi. On ne peut pas comme ça, publiquement, menacer tel ou tel groupe ethnique de génocide ou d'assassinat, si vous osez, etc., etc. Non, ce genre d'intimidation doit cesser et ce genre de menaces doivent être poursuivies par la loi. Si on était un pays tant soit peu organisé, le procureur de la République allait s'en saisir. S'en saisir. Alors vous dites que la loi, la proposition mérite un débat national au niveau national. Oui, tout à fait. Vous apaisez les esprits. Ce ne sont pas des visées pour des visées électoralistes pour 2023 pour éliminer tel ou tel candidat. Je ne suis pas naïve jusqu'à croire que certains ne veulent pas par là éliminer tel candidat. Mais au départ, il faut juste voir la question avec toute sa gravité, mais de façon sereine. Dire est-ce que oui ou non, parce que la nationalité, c'est quoi? La nationalité, c'est une question d'allégeance. Je suis congolaise, je fais allégeance à qui? À quel pays? Je fais allégeance à la République démocratique du Congo. Mais maintenant, je suis congolaise, mais je suis aussi en même temps belge, française, américaine, etc. Je fais allégeance à qui? Quand des questions majeures se poseront dans notre pays. Quand il faudra défendre notre pays contre cette autre nationalité que j'ai, je vais faire quoi? Je vais choisir la RDC ou je vais choisir l'autre pays? Ce sont de vraies questions. Et surtout, au niveau le plus élevé, la magistrature suprême, non, il faut un Congolais dont on n'a pas de doute sur cette question-là. Il faut un Congolais, et pour la magistrature suprême, comme pour des positions comme... des postes de responsabilité. Oui, être à la tête. Est-ce que vous imaginez un agent, le chef des renseignements en RDC, qui aurait une autre nationalité? Non, mais dans quel pays? Mentionnez-moi juste. Moi, les gens qui s'échauffent, je leur dis, calmons-nous, faisons des recherches d'ailleurs, hein, à travers le monde, qu'on dise, faisons du droit comparé, comment les autres pays ont réglé cette question. C'est un début, ça serait un début de nous sortir de ce méandre dans lequel on est, au lieu de s'échauffer, de menacer, etc. Apaisons-nous, réfléchissons-y, faisons des recherches, voyons comment on peut arriver à une solution plus ou moins acceptable par tous les Congolais. Mais je vois mal un chef d'État de la RDC avec la double nationalité, avec un background pas très clair. Non. Et je dis aussi, et c'est là où moi plutôt je sensibilise, j'en profite de ce débat pour sensibiliser à la base, de dire rapidement, je dis, il appartient à tous les citoyens, quand demain on a des candidats, hein, aussi bien aux législatives, à la magistrature suprême, au niveau local, vous avez un candidat, vous lui posez des questions, vous fouillez dans sa vie. Il était quoi avant? Il faisait quoi? C'était quoi son bilan?
C'était quoi sa position sur les questions nationales? Quand il était au Parlement, dans quel sens il a voté telle ou telle loi? Au Congo, on ne s'occupe pas de ça. Le candidat se présente, il distribue t-shirts, argent, slogans, etc. Et vous le votez. Alors, mais bon, La même responsabilité, l'auteur de la loi, hein, la on nous informe qu'il est lui-même américain. Noël Tchani, même qui lance les débats, on parle de... Vous avez fouillé là-dessus? Vous avez des preuves irréfutables? La nationalité dans tout pays est publique. C'est dans le journal officiel. Alors faites votre devoir à domicile. Cherchez, fouillez. Vous êtes journaliste. On va y penser, on va s'attarder là-dessus. Alors, nous sommes lentement en train de chuter, dans la foulée, de chuter dans cette émission, Madame Angèle Makombo. Dans la foulée, il y a la loi électorale, la réforme de la loi électorale au niveau de l'Assemblée nationale, renvoyée en seconde lecture au Sénat, et la loi est passée à une large majorité. Déjà, dans l'opinion, c'est déjà des contestations par rapport à certaines dispositions qui énervent déjà. Il y a la Senco, l'Église catholique, l'Église protestante déjà qui voit la politisation de cette CENI qui va bientôt voir le jour. Ça ne m'étonne pas. Et je suis plutôt étonnée de ceux qui aujourd'hui s'insurgent. La CENI est politisée, mais elle a toujours été politisée. La CENI a toujours favorisé un certain camp. La CENI nous a apporté des faux députés. 70% de ces députés n'ont pas été élus et ont été nommés, etc., etc. Bon, est-ce pour autant on doit revenir à tous ces tares que nous avons connus, toutes ces défaillances? Non, évidemment. Mais que les gens protestent, c'est normal, c'est le jeu démocratique. Mais là encore, j'en appelle à un peu plus de sérénité. Mais est-ce que la réforme qui a été portée par le député national Lutundula, on parlait même de la loi Lutundula, qui est devenu ministre au gouvernement Sama, est-ce qu'elle n'a pas été torpillée quelque part? Même le G13 qui avait porté cette loi au niveau, la réforme au niveau de l'Assemblée nationale, n'est pas du tout en odeur de sainteté avec les députés qui ont travaillé là-dessus. Ça, c'est certain, et ça ne m'étonne pas non plus. Et ce que moi, j'aurais souhaité, c'est plutôt que comme je dis, de s'énerver, de vilipender en disant la CENI est politisée, etc. C'est de prendre chaque point, justement, que Lutundula avait proposé de changer, chaque aspect, que le G13 avait proposé de changer, chaque aspect, et de se dire où c'en est maintenant. Et malheureusement, si vous suivez le débat, vous voyez bien que les politiques ne se donnent pas la peine d'édifier la population sur cette question, sont juste dans l'invective. C'est vraiment l'invective, et au lieu de s'attacher à Est-ce que le lit de la contestation pour 2023 n'est pas déjà fait? Parce qu'on est parti pour avec cette on loi. Est parti pour. En 2006, c'était la même chose. En 2011, 2018, et ça sera ainsi pour tous les cycles, tous les cycles électoraux. On est parti pour, et ce n'est pas, là encore, ce n'est pas étonnant. Si vous suivez ce qui se passe en France, élection en 2022, eh bien, les esprits s'échauffent. J'écoutais une radio internationale dire que le président Macron va rencontrer son ancien Premier ministre Édouard Philippe, notamment pour le décorer, la Légion d'honneur. Eh bien, il y a déjà des spéculations, ils ne se sont pas vus depuis des mois. Est-ce que Édouard Philippe ne veut pas justement le poste de Macron? Aux États-Unis, à peine il y a eu des élections, Biden a pris le pouvoir en janvier de cette année, eh bien, il y a les fameux midterm elections, donc les élections mi-mandat, eh bien, les esprits s'échauffent. C'est le jeu démocratique. La différence avec notre pays, et c'est dommage, c'est qu'on ne sait pas se parler de façon quand même apaisée. Quand vous regardez les chaînes de télévision, certaines chaînes de télévision, tout ce que vous avez envie de faire, c'est aller éteindre,
parce qu'on s'invective, on s'insulte, on se pointe du doigt. Ce n'est pas agréable à écouter. On ne s'écoute même pas. On n'écoute pas l'argument de l'autre. On voit d'abord, il est de tel camp, donc, etc. Donc, c'est désagréable. C'est désagréable, on n'apprend rien, on n'avance pas. Et dans tout cela, je me dis, est-ce qu'on édifie les électeurs, les futurs électeurs de 2023? Je ne pense pas. Donc, pour finir sur cette question, donc la loi, elle est bonne, donc ce sont des contestations normales. Ça peut se passer ainsi. Qui est contestation, c'est normal. C'est l'Église catholique déjà alerte, l'Église protestante alerte. Ce n'est pas inquiétant, madame. Mais bien sûr, c'est préoccupant. On aurait souhaité que... Peut-être que dans quelques jours, le président va la promulguer. Exactement. On aurait souhaité que les choses se fassent de façon un peu plus apaisée, mais ça fait partie du jeu démocratique. Et malheureusement, ce jeu démocratique au Congo se fait dans le bruit, le vacarme, les insultes, les invectives, ce qui est totalement dommage. Alors, merci beaucoup, Madame Angèle Makombo, pour avoir répondu à nos questions. Peut-être pour terminer, dans quelques jours, nous allons célébrer le 61e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Vous avez un mot à placer là-dessus. Depuis que le président de la République a pris ses fonctions, c'est toujours, ça se passe, la fête de l'indépendance passe toujours inaperçue. En 2019, 2020 et maintenant 2021, il n'y aura rien qui va se passer. Oui, on nous avait parlé de méditation l'année dernière. Cette année, on pensait à un grand événement, avec le retour des reliques de l'ancien... le premier ministre de la RDC. Exactement, ça a été reporté en janvier. Bon, les raisons invoquées, le Covid, ce sont des raisons valables, parce que il y avait le roi qui devait venir, voilà, le roi Philippe. Exactement. Mais quand on apprend qu'il y a une troisième vague de Covid en RDC et que Kinshasa est l'épicentre, eh bien, ça fait hésiter. Oui. Donc, ça allait gâcher la fête, ça allait gâcher la méditation, le recueillement. Donc, encore une fois, c'est reporté, c'est dommage. Mais le mot que j'aimerais surtout insister, je me dis, c'était important, cette célébration, ça n'aura pas lieu, ça s'est reporté, mais ce qui est important, le plus important, c'est de se dire que j'aime ce mot du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, quand il a dit, c'était l'année dernière, il le disait, la RDC a 60 ans. 60 ans d'indépendance, 60 ans en tant que nation. Après 60 ans, on n'a plus droit à l'erreur. Et moi, c'est ça que je regarde. C'est ça c'est ça ce que je scrute, c'est ça mon baromètre, c'est de voir où, comment le gouvernement travaille, ce que les Warriors vont donner, ce gouvernement-là. Et c'est pour ça que je vous disais que leurs 100 jours, c'est au mois de juillet. Et j'espère que c'est à chacun de nous de faire ce travail, mais vous êtes beaucoup plus outillés pour le faire, de nous faire un bilan. De nous faire un bilan global, oui, mais un bilan aussi par ministère. Ils ont une feuille de route. Oui. Ils ont pris des engagements. En 100 jours, dites-moi ce que vous avez réalisé. Moi, c'est ça que je voudrais que chaque ministre puisse nous dire au mois de juillet. En 100 jours, j'ai fait ça, 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 ça. En 100 jours, j'ai pu alléger les souffrances des populations en ça, ça, ça. En 100 jours, pas seulement la rhétorique, les invectives. Je vous donne ça comme challenge, monsieur Nathan. Faites-nous ce travail et nous aussi, on va y apporter notre input. C'est de ça dont on a besoin. Ça sera peut-être votre dernier mot. Merci beaucoup. En 60 ans, on n'a pas droit à l'erreur. Je crois que le message est passé. Merci. On peut faire plus et plus vite pour ce pays. Merci beaucoup, Madame Angèle Makombo, d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir pour moi, Monsieur Nathan. Et on se reverra très prochainement pour d'autres
sujet d'actualité. Vous êtes toujours la bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, en tout cas. Et merci à vous aussi, très chers téléspectateurs. C'est la fin de ce magazine Vraie Version. Vous avez suivi la version de fait, la vraie version de Madame Angèle Makombo, présidente de la LIDEC, qui était sur ce plateau pour répondre à nos questions par rapport à l'actualité brûlante ici en RDC. Je vous dis au revoir et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.